La Manufacture RH vous présente 13e mois. Réactivité, ça c'est crucial. J'en reparlerai après, mais c'est vraiment important. Individualisation, garder le contact. Prendre soin, en fait, du candidat. C'est important de comprendre ses attentes aussi, dès le début du processus. Voilà, moi je parle vraiment de l'individualisation et de ce qui va rendre l'expérience du candidat un peu unique et ce qui va lui le rendre unique, en fait. C'est l'individualisation du processus d'intégration. On a un process global, structuré, socle commun, mais on prend en compte chaque personne parce que chaque personne va avoir des besoins différents dans son processus d'intégration et ça c'est fondamental de s'y adapter en fait. Moi j'ai eu des gens en entretien, la société leur plaisait super bien, le poste que je leur proposais, c'était super content, le package, tout super bien. Et quand ils me disent vous avez combien de jours de télétravail, je fais 2 jours. Non, moi je préfère le job à côté parce qu'il est beaucoup moins intéressant, un peu moins bien payé, mais j'ai 3 jours de télétravail. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Faire des ressources humaines n'est pas une mince affaire, alors bien sûr, les commentateurs de tout poil sont là, lovés dans leur siège à regarder les DRH et commenter ce qu'ils auraient dû faire, ou parfois ne pas faire. La fonction de DRH, on le sait, est observée, scrutée, décortiquée et souvent, trop souvent, critiquée. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je me bats au quotidien, à travers ce podcast notamment, pour montrer ce qui se fait et ce qui se vit sur le terrain, pour aller au-delà des idées reçues et des clichés sur les DRH. Après, il y a les hommes et les femmes qui font vivre les RH, ces DRH qui œuvrent au quotidien, souvent dans l'ombre, pour proposer un environnement épanouissant aux collaboratrices et collaborateurs de France et de Navarre. Et dans les femmes qui agissent et font briller la fonction RH, il y a toi, Stéphanie Sommerard, la DRH du groupe Campari. Alors, être DRH n'est pas toujours un beau roman ou une belle histoire, comme le dit Michel Fugain, mais avec des DRH comme toi qui aiment profondément et sincèrement les gens, l'image de la fonction ne peut qu'en sortir grandie. Et je le dis d'autant mieux, Stéphanie, que je te connais à titre personnel et je sais quelle belle personne tu es. Je suis donc doublement ravi de t'accueillir dans 13e mois. Dans cet épisode, nous avons choisi de parler expérience candidat et collaborateur. Et puis, on abordera également ce qui transforme un candidat en collaborateur, c'est bien sûr l'onboarding. Mais avant tout cela, qui es-tu, Stéphanie Sommerard ? Flaubert, déjà, merci pour cette introduction. Moi, ça me fait aussi également très plaisir d'être en face de toi. On s'est connus dans un autre environnement et se retrouver il y a quelques temps. Et se retrouver là en face de toi, c'est un vrai plaisir pour parler de ce métier et des belles réalisations du métier RH. Alors, qui je suis ? Alors, je suis déjà une épicurienne de la vie en général, avant toute chose, et c'est important. Et j'ai la chance d'aimer profondément mon métier, tu le disais. J'aime les gens, j'aime ce que je fais, et ça, c'est une vraie chance. Je suis tombée dans les ressources humaines il y a à peu près 18 ans. J'ai eu un premier pan de vie, premier pan de carrière, en tant que chargée de communication, consultante de conduite du changement. Et ma dernière mission de conduite du changement m'a conduite au cœur de l'équipe RH d'Unilever. Et je n'ai cessé, d'évoluer dans cette passionnante fonction depuis. J'ai enchaîné chez PepsiCo en tant que directrice RH marketing et vente. Et puis aujourd'hui, directrice des ressources humaines Campari en France. Voilà. Je suis ravie de pouvoir continuer dans cette passionnante voie. Donc à la base, pas spécialement prédestinée pour la fonction RH ? Pas spécialement.
je pense personnellement de par ma façon d'être, d'aimer les gens, les relations, mais pas du tout dans mes études ni dans ce que j'ai appris, dans mes premiers métiers. Non. C'est quoi le virage? C'est quoi le truc? C'est quoi le moment ou l'occasion ou il y a un truc comme ça qui t'a fait te dire tiens ça serait pas mal d'aller sur la fonction RH? C'est venu comme une évidence en fait. J'ai eu des petites touches dans mes différents premiers métiers où effectivement quand on est chargé de communication, on parle aux gens forcément, on a pas mal d'interactions. J'ai pu toucher un peu du doigt le campus management, etc. Donc je me dis c'est pas mal, on est encore en contact avec plus de gens. Et puis voilà, cette mission qui m'a conduite sur un gros projet de transformation de l'équipe RH au sein d'Unilever. Voilà, j'ai appris en fait la fonction RH en décortiquant les métiers, les processus RH et c'était une évidence être HR business partner, aimer les gens, aider les gens, les accompagner. Voilà, c'est venu tout seul, comme une évidence. Et donc question que j'aime bien toujours poser, c'est quoi ta vision toi du métier de DRH? Là, tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit mais c'est quoi un DRH? Il fait quoi? Comment tu parles de ton métier? Alors mon métier, je dis que c'est difficile de le décrire parce qu'il change tous les jours. Il n'y a pas une journée pareille et c'est ce qui en fait sa richesse. Je dirais même peut-être pas directrice des ressources humaines, mais directrice des relations humaines parce que je trouve ça un peu moins réducteur et un peu plus approprié. Et moi, je trouve ma vision du job de DRH, c'est que c'est devenu un rôle central de nos organisations. Et on a cette immense responsabilité d'être au cœur du business et au cœur de plein d'acteurs internes et externes à l'entreprise. Et pour moi, le rôle du DRH, c'est un peu un chef d'orchestre, un équilibriste, un facilitateur. Il y a plusieurs mots pour le décrire, mais qui doit écrire la musique et dérouler la partition pour faire en sorte que tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes puissent s'entendre, puissent jouer la musique et toujours dans un but de performance économique et sociale de l'entreprise parce qu'il faut pas perdre de vue l'objectif final. Mais voilà, ma vision de DRH, c'est que c'est un rôle aujourd'hui incontournable au cœur des organisations et des comités de direction des entreprises. Donc si je reformule, le DRH c'est il a la baguette, c'est celui qui fait jouer les différentes personnes de l'entreprise ensemble pour arriver à jouer une partition juste. Et puis en face, tu as les clients parce qu'il y a évidemment ce souci de business et de résultats et de faire que l'entreprise gagne de l'argent, des parts de marché, etc. Il est vraiment au cœur de tout ça, le DRH. Ouais, il est vraiment au cœur de tout ça. Donc voilà, faut effectivement bien comprendre le business, ses enjeux pour les accompagner. Voilà, faut comprendre le cadre social, le cadre du droit social. Faut comprendre nos collaborateurs, comment ils ont envie d'évoluer. C'est aussi le socle de toute entreprise. Donc oui, pour moi, c'est devenu un pivot central et ce chef d'orchestre qui doit s'entendre un petit peu avec tout le monde et faire évoluer ce joli monde tous ensemble. Et tu le disais tout à l'heure, puis je l'ai un peu dit dans l'introduction, mais aimer les gens. Ouais, c'est ça, faut l'avoir là, au fond de soi. C'est une obligation, c'est un prérequis, c'est mieux si on l'a. Tous les DRH ne sont pas câblés comme tu l'es. Est-ce que vraiment c'est une obligation? Alors non, c'est pas une obligation. C'est vrai que c'est mieux d'aimer l'autre, de comprendre, d'aimer comprendre l'autre en tout cas pour fonctionner. Après il y a des différentes personnalités. On a tous des profils différents qui fait que on l'exprime d'une manière plus ou moins développée, forte, plus ou moins empathique, mais voilà, moi je pense que c'est prérequis, c'est d'avoir envie de comprendre l'autre, qui il est, pour pouvoir l'accompagner tout simplement. Il y a cet intérêt pour l'autre de toute façon. Alors après, ça dépend des personnalités. Il y a celles et ceux qui vont être un peu plus ouverts et qui vont vraiment exprimer les choses et dire oui, moi j'aime les gens. D'autres qui sont peut-être un peu plus réservés. Mais en tout cas, il y a cet intérêt à l'autre qui est évidemment fondamental. On peut pas faire des RH tout seul dans son coin c'est plus et dans difficile. son bureau, quoi. Complètement, ouais, je suis d'accord. Pour moi, le RH, il est... la fonction elle a vraiment évolué. On est passé quand même d'une fonction RH un peu des administrateurs du personnel, comme on disait un petit peu auparavant, à une fonction aujourd'hui d'accompagnement de la transformation des organisations, de
qui a en charge tellement de projets différents de bien-être au travail, d'accompagnement du business, de données aussi RH, parce qu'on parle aussi de la data, de digitalisation de la fonction. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte que faut être ouvert et descendre de sa tour d'ivoire. En tout cas, ça c'est sûr. Ok. Campari, alors c'est une marque que tout le monde connaît, sans vraiment tout connaître de Campari. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément sur cette jolie marque, parce que c'est vraiment une belle marque. C'est vrai, c'est une super marque et c'est une belle boîte. Je suis ravie d'être tombée dans l'environnement des vins et spiritueux, et j'ai eu la chance d'arriver au début de l'aventure Campari France. Campari France, c'est la fusion de deux sociétés, anciennement Rothschild France Distribution d'un côté, une société de distribution de vin dont l'actionnaire était Baron Philippe de Rothschild, et Marnier l'Apostole Biscuit de l'autre, société de production du Grand Marnier notamment, et le rachat de son propre distributeur par le groupe Campari et la fusion de l'entité de production et de distribution, et ben voilà, est née la filiale Campari France en 2020. Et moi j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là pour accompagner la croissance, l'évolution, la transformation de la filiale France du groupe Campari. Et aujourd'hui, on est à peu près 400 personnes en France. D'accord. Donc c'est 300 personnes, on va dire Campari France, siège, terrain, site de production. On a 20 personnes dans une maison de Champagne, la jolie maison L'Allier, à Aï en Champagne, donc on est ravis. Et on a 100 personnes environ en Martinique, parce qu'on a effectivement une entité légale, producteur des super rhums Trois-Rivières et Maison Lamonie. Voilà, donc on a des personnes qui œuvrent dans cette jolie société aussi. Donc voilà, une société qui se développe d'année en année. Filiale du groupe Campari italien. Qui est donc une société italienne à la base. Voilà, exactement, dont le siège est basé à Milan. Et voilà, on devient un acteur, un des marchés en tout cas incontournable du groupe Campari. Et je suis ravie d'accompagner cette transformation. Voilà. D'accord, donc toi t'es arrivé au moment où il fallait structurer les choses. Voilà, il fallait mettre en place pas mal de choses dans une société plutôt en croissance, avec une croissance externe, c'est ça? C'est exactement ça, et avec effectivement des sociétés qui fonctionnaient avec des process complètement différents, des sociétés franco-françaises qu'il a fallu mettre en place des process groupes, mettre en place, c'est-à-dire développer une culture, celle du groupe, tout en conservant l'ADN des sociétés françaises qui avaient fusionné aussi ensemble. Donc voilà, c'est comment on fait avec les gens qui sont déjà dans cette structure. On les internationalise, on grossit ensemble et on met en place tout ça. Donc voilà, quand je parlais de chef d'orchestre tout à l'heure, ça a été vraiment dérouler cette partition, et ça a été super intéressant parce que oui, les Camparistas, comme on les appelle, les collaborateurs Campari, bah ouais, c'est des gens passionnés, c'est vraiment des gens, je suis arrivée dans une société avec des gens qui incarnent les valeurs du groupe vraiment au quotidien. Si je te cite les valeurs, c'est la passion. Ouais, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, par les produits, par les marques qu'on a. Donc ça, c'est super agréable. C'est l'intégrité. Alors ouais, c'est une notion fondamentale, mais c'est mieux en le disant. C'est le pragmatisme. J'ai trouvé des gens effectivement hyper pragmatiques, toujours porteurs de solutions, toujours dans la solidarité pour aider les autres, trouver des solutions ensemble. Et la dernière valeur, ça s'appelle le together. Et moi, je le traduirais par vraiment la force d'un collectif, parce que Campari, c'est avant tout une somme d'individus qui fonctionnent hyper bien en collectif. C'est ce qui fait aujourd'hui, un vrai succès chez Campari France. Les Camparistas. Les Camparistas. J'ai appris, mais beaucoup d'entreprises comme ça, ils donnent des noms. Ouais. C'est intéressant. Alors, on a décidé de parler expérience candidat et collaborateur. Peut-être qu'on reviendra un peu, d'ailleurs, qu'on fera le lien avec les valeurs que tu viens d'évoquer, parce que les choses évidemment se croisent. Et si j'ai bien tout compris ce que tu m'as expliqué quand on a préparé cet épisode, tout ça, le travail sur l'expérience candidat collaborateur part déjà d'un projet d'entreprise. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet qui est appelé, je crois, Calco, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait un peu bizarre comme nom, sorti de son chapeau. Alors c'est quoi Calco? Mais Calco, c'est un projet d'entreprise, donc pensé par notre président, porté par le comité de direction. Aujourd'hui, c'est le projet de toute une entreprise. Et Calco, ça veut dire qualité au quotidien. Okay. Et comme je t'ai dit juste avant, Campari France est né il y a pas si longtemps et s'est transformé, a grandi très très vite, a subi beaucoup de bouleversements, les changements informatiques, les nouveaux systèmes, les nouveaux process. Et je pense que tous ces bouleversements ont fait que les gens ont
On a fait le constat à la fin de ces 2 ans de croissance continue qu'on avait un petit peu perdu de vue des choses essentielles, à savoir la première chose, c'était le bien faire du premier coup. C'est de faire des choses de qualité, des recommandations de qualité, des livrables de qualité. Et puis aussi, on avait un petit peu perdu de vue le sens du client interne et externe. Donc, on le mettait plus forcément au cœur de nos préoccupations. Donc, ce projet qualité au quotidien, il s'est dit comment on met en place des actions, quelque chose qui font qu'on va remettre de la qualité dans tout ce qu'on fait, le client au centre de nos préoccupations. Voilà, donc c'est né un petit peu de ce constat. Et aujourd'hui, voilà, notre feuille de route, c'est les engagements de tous les collaborateurs, parce qu'effectivement, ce projet, il a la particularité d'être, on va dire, à l'anglaise bottom-up. Donc c'est le comité de direction a fixé un cadre, et ensuite on a laissé les collaborateurs libres dans ce cadre et s'exprimer. Donc tout a commencé par des ateliers d'intelligence collective. Donc chaque département s'est réuni en atelier, accompagné par des consultants qui les ont aidés à faire un audit de ce qui se passait bien dans leur département, ce qu'ils faisaient bien, ce qu'ils faisaient moins bien, ce qu'ils pouvaient optimiser, ce qu'ils pouvaient faire différemment pour voilà, répondre à ces enjeux de qualité et de remise au centre du client. Et on leur a demandé de prendre des engagements. Donc ça s'appelait la convention des engagements Calco, et de d'écrire des plans d'action liés à ces engagements forts. Et voilà, maintenant c'est la feuille de route portée par chaque collaborateur de Campari. Ok. Et ça veut donc dire que il y a une concentration, il y a un sujet qui sort. Évidemment, on se concentre sur le client, logique. Mais à un moment donné, le client, on le décline en client interne, client externe. Et là, il y a un sujet qui sort sur qu'est-ce que vit notre client interne. On a pour habitude de dire que les collaboratrices, collaborateurs sont les clients internes de la direction des ressources humaines, les autres départements également. Donc ça sort comme ça. Et après, vous allez sur le sujet de ce qu'ils vivent au quotidien, de leur expérience en tant que collaborateur. Alors pour de la fonction RH, oui. Pour si je prends un autre département, le marketing leur a pris d'autres engagements pour mieux travailler, effectivement. Comment lui, il améliore sa qualité au sein de son département pour mieux travailler avec les commerciaux, par exemple, la supply chain pour mieux travailler, effectivement, avec le marketing. Donc, on s'est rendu compte qu'on est tous imbriqués les uns avec les autres, mais que si ça part pas d'engagement de notre part, nous, en tant qu'individus au sein d'un collectif, au sein d'une équipe, qui est au sein d'un département, qui est au sein d'une entreprise, ça pouvait pas marcher. Donc les engagements, c'est chacun, on les prend pour soi avant de dire c'est l'autre qui est responsable de. Mais effectivement, on pense aux clients internes beaucoup et forcément aux clients externes également. Par la Après, il y a une question, le rôle d'une ou d'un DRH dans un projet comme ça, parce qu'en fait, il y a un truc un peu à 2 niveaux, quoi. Il y a comment moi j'accompagne ça pour l'entreprise. Et comment moi je fais travailler mon département sur un sujet. Ça joue à ces 2 niveaux-là? Ouais, ça joue complètement à ces 2 niveaux-là. Donc déjà le rôle d'une DRH, c'est déjà de susciter l'adhésion de tout le monde. Donc voilà, c'est d'être. Je parlais tout à l'heure d'un DRH facilitateur, facilitatrice, et ça c'est hyper important. De mettre en place des outils de communication, de faire vivre ça. Et l'équipe RH, c'est une équipe parmi les autres qui a pris des engagements très forts. Donc moi, j'attends beaucoup de mon équipe derrière pour décliner des actions concrètes liées à ces engagements forts. Pour te citer les 4 engagements qu'a pris l'équipe RH et qui ont la particularité d'être vraiment transverses. Alors c'est nos engagements, mais qui sont transverses à toute l'entreprise, de par notre fonction. Donc le premier, c'est de mettre en place une culture du feedback transparente et bienveillante. Vaste sujet, gros projet. On pourra refaire un podcast et on en reparlera. Le deuxième, c'est de mettre en place un plan de communication interne. Aujourd'hui, on n'a pas de département communication chez Campari France. Voilà. On s'est rendu compte au sein des diverses équipes qu'effectivement la communication n'était pas très fluide toujours chez Campari. Donc c'est un des engagements forts, c'est d'améliorer cela, de remettre de la qualité dans la communication. Le troisième engagement, c'est d'être les garants d'une politique sociale forte en termes, avec des actions concrètes en termes de diversité, d'équité, d'inclusion, d'exemplarité, d'intégrité. Donc je dis volontairement les 5 mots parce qu'ils ont chacun leur importance, ils sont chacun différents, et que mon équipe qui m'a aidé aussi à préparer un petit peu ce podcast, je les en remercie, insiste sur ces 5 dimensions. Et le dernier, je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu, mais c'est la remise à plat du qui fait quoi en RH et la réécriture ou l'optimisation des divers process.
parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et je pense qu'on va en parler dans un instant. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être optimisées. Donc, c'est des engagements super forts. Maintenant, j'attends des actions concrètes derrière pour qu'on puisse faire vivre ça et puis avoir un vrai impact dans l'organisation. Alors, c'est quoi la philosophie de Campari sur l'expérience candidat et collaborateur? Comme ça, les maîtres mots qu'il y a derrière, vous avez essayé de mettre quoi en place en la matière? Alors, la philosophie, je vais pas être très originale, mais pour moi, c'est d'avoir la meilleure expérience candidat possible dans un marché qui est en super grande tension. Ça, tu le ressens, ok. Donc, ouais. Marché en tension. Marché en tension, candidat super volatile. Donc, réactivité. Réactivité, ça c'est crucial. J'en reparlerai après, mais c'est vraiment important. Individualisation, garder le contact. Donc, une référente du processus. On a 2 recruteuses, en fait, une pour les métiers supply chain, une pour les autres métiers. C'est de garder le contact tout le temps et de rendre le candidat unique, individualiser un petit peu son expérience. C'est pas seulement un pion qui se balade avec un manager et un N+2 et une autre personne. Quand tu dis garder le contact, c'est y compris, alors c'est dans le process, ouais. Et c'est y compris, tiens, là je sens que j'ai un bon candidat, potentiellement on n'a pas tout de suite l'opportunité, mais je me crée mon vivier et puis je crée du lien avec lui. Et complètement. Et voilà. Et ça, il faut qu'on le travaille encore plus parce que ça fait vraiment partie de choses parce que ces candidats, ils sont peut-être pas prêts là tout de suite, ou finalement c'était peut-être pas le job pour eux, mais c'est nos ambassadeurs oui. Là où ils sont de demain. Et s'ils ont pas une bonne expérience candidat ou pas une image positive de l'entreprise dès le démarrage, ça passera pas. Donc prendre soin en fait du candidat. C'est important de comprendre ses attentes aussi dès le début du processus. Voilà, moi je parle vraiment de l'individualisation et de ce qui va rendre l'expérience du candidat un peu unique et ce qui va lui le rendre unique en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à cette guerre des talents dont on entend parler. C'est qu'il y a, aujourd'hui, les candidates et candidats ont quand même une sorte de pouvoir dans les process de recrutement. Ça, tu le notes aussi? Mais complètement. Mais ils ont un vrai pouvoir parce qu'effectivement, le marché est en tension, on le disait. On peut avoir du turnover, ça dépend des populations, ça dépend des moments. Voilà, on choisit pas toujours. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que les candidats sont volatiles. Il y a des candidats qui peuvent aller au bout d'un process et puis nous appeler et le jour où on va leur faire l'offre en disant j'ai une offre en parallèle et puis finalement j'ai choisi. D'où le fait de créer ce lien et d'avoir vraiment et de savoir s'il y a un process en parallèle et exactement et de pouvoir et de comprendre ce qui fera la différence pour le candidat dans ses attentes, voilà, pour peut-être pousser le curseur un peu plus loin par rapport à ces attentes-là. D'où l'individualisation aussi. Ouais. C'est-à-dire que être capable de faire un peu plus ou ce qu'on n'a pas fait pour l'un, on le fait pour l'autre parce que là il y a un besoin et là il y a un profil. Exactement. Et que si on a senti que c'est un candidat qui allait bien qu'elle correspondre à l'entreprise, à l'organisation, matcher avec nos valeurs et s'y sentir bien, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin, ça c'est sûr. Individualisation, réactivité. Ouais, ça c'est les maîtres choses dans la philosophie comme ça de ce que vous mettez en place. Là on est sur le côté candidat puis on ira sur le côté collaborateur, mais il y a d'autres choses comme ça. Non, dans l'expérience candidat, ce qu'on a mis en place, qui est vraiment important, donc c'est aussi les entretiens différenciés, les objectifs différenciés par entretien, pour être encore plus clair. Un candidat, j'ai pas envie qu'il répète 5 fois la même chose à des personnes différentes. À 5 personnes différentes s'il rencontre 5 personnes dans son processus. Je trouve que c'est pas très valorisant. C'est un petit peu, ça dépend comment il le raconte, etc. Moi, j'ai envie que le candidat, il se sente cheminé dans son parcours et puis qu'il soit interrogé par des personnes qui vont chercher des choses différentes chez lui. Il y en a un qui va plus creuser effectivement la technicité de son parcours parce que c'est son manager, l'autre le savoir-être, l'autre son match avec la culture de l'entreprise, compétences managériales, exactement. Des choses comme ça, ouais. On forme un petit peu et on va reformer, je reparlerai un peu dans la stratégie qu'on met en place, mais nos managers à prendre en compte ça dans leur entretien. Vous avez des objectifs différents au cours du processus et soyez-en conscients pour que le candidat se sente aussi valorisé dans ce qu'il raconte et l'impression de cheminer, et d'avancer en fait, et pas de répéter mais d'avancer dans son parcours. C'est une vertu aussi, je trouve que parfois le candidat, à force de répéter, il se dit non mais je vais pas le redire ça parce qu'ils se le sont déjà dit. Tout à fait. Et il passe à côté de son entretien. Aussi. Donc alors que si d'entrée il sait que les choses sont différenciées et que il y a des objectifs différents selon les personnes, il va pas être tenté de rentrer dans ce biais-là et en effet c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc okay. ça c'est partie de l'expérience candidat.
Comment c'est venu ça vient de quoi? Ça vient d'une expérience précédente? Ça vient d'une réflexion en équipe? Ça vient d'un candidat qui, à un moment donné, vous a dit c'est pénible de répéter tout le temps les mêmes choses? Non, ça vient plus d'une réflexion en équipe. Et moi, en faisant passer des entretiens, comme parfois on peut être plusieurs en fonction du poste de la personne, etc. On peut être 4, 5. Et je me dis, alors, s'il me voit moi, et si demain il voit le N+1, et demain le N+2, et demain la recrute, etc., je dis, mais je voyais son CV, je me dis, à chaque fois, je dis, racontez-moi votre parcours. Je lui dis, mais ça se trouve, le manager, il lui a demandé exactement la même chose. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, parce que finalement, je pense qu'on passe à côté de quelque chose dans l'entretien, et que le candidat, il va se lasser aussi un petit peu. Donc voilà, c'est venu une réflexion en équipe, et on s'est dit que voilà, ça donnerait une meilleure expérience au candidat. On en a discuté avec les managers aussi, qui étaient plutôt d'accord, en disant oui, moi je vais plus creuser la personnalité. Oui, moi une fois que les compétences elles sont validées, que ça arrive à mon niveau, c'est que voilà, j'ai besoin plus de savoir si la personne elle sera elle se sentira bien chez Campari. Donc. Ok, non, très intéressant. Et quand tu dis réactivité, un process, c'est quoi à peu près en termes de timing? Alors là, on est record, parce que on a trop de personnes qui nous ont échappé si les managers sont pas réactifs. On a eu encore récemment quelques expériences comme ça où voilà, on a un peu trop traîné à répondre ou à recontacter un candidat, même si la référente restait en contact avec le candidat, mais le manager traînait un petit peu trop. Au bout d'un moment, la personne, elle trouve autre chose. Donc la réactivité, c'est qu'on essaye vraiment après chaque entretien. La référente recrutement contacte le candidat, demande au manager son feedback. Voilà, on tient le candidat au courant. D'accord. Et quand le processus est fini, on essaie de mettre vite les parties prenantes autour d'une table, de prendre une décision. L'offre salariale, elle est pondue, on va dire, dans la foulée. D'accord. Et le candidat, on l'appelle le lendemain matin. Mais il faut vraiment aller vite parce que on s'est vraiment aperçu de la volatilité des candidats. D'accord. Et là, le rôle de la DRH, à un moment donné, c'est de dire non, mais là, c'est trop long. Oui. De voir avec les managers et dire non, mais no way, là, il faut accélérer le truc. Ça. Parce que on a tous ce phénomène de oh là là, c'est urgent, faut recruter, tu trouves un profil et là, l'opérationnel te dit ok, je peux le voir dans 12 jours. Non, mais attends, non, on peut pas le faire comme ça, quoi. Il faut le voir rapidement. Ok, donc ça, ça c'est ton job aussi d'accélérer le truc. Oui, complètement. S'il y en a un qui traîne un petit peu, et oui, on est tous pris par nos quotidiens, on a tous des métiers super prenants, mais exactement comme tu dis, c'est urgent. Oui, mais plus tu iras vite, et les personnes que tu vas recruter, elle a une période, elle a un préavis, elle où elle est, etc. Donc voilà, mettre tout ça à bout, mais parfois ils en ont pas forcément conscience. Voilà, c'est d'où la communication qui est importante aussi entre les référents recrutement, les managers, etc. Ok. On a parlé donc expérience candidat, expérience collaborateur. Là, pareil, tu peux nous donner une philosophie, 2-3 exemples de ce que vous avez pu mettre en place en la matière? Ouais, donc je vais parler de l'intégration, suite logique de l'expérience candidat. Mais c'est la suite, en effet, comme je disais dans l'intro. Bon, il est plus candidat, il devient collaborateur. Donc là, vous faites quoi? Et comment on poursuit cette expérience? Un processus d'intégration, d'onboarding, il doit valoriser le candidat, et l'objectif final, c'est la fidélisation et la rétention. Et c'est de créer tout de suite, de mettre les conditions pour créer un climat de confiance et de bienveillance assez rapidement pour développer le sentiment d'appartenance. Parce que si ça traîne et que la personne, elle se sent pas tout de suite accueillie, attendue, dans un climat qui va bien, pas accompagné, ça ne marche pas. Donc, on parlait d'individualisation pour l'expérience candidat. De nouveau, ça a été notre maître mot là, mais c'est l'individualisation du processus d'intégration. On a un process global, structuré, socle commun, mais on prend en compte chaque personne, parce que chaque personne va avoir des besoins différents dans son processus d'intégration. Et ça, c'est fondamental de s'y adapter, en fait. Alors, comme ça, si on regarde dans le socle commun, qu'est-ce que vous avez? Puis après, prenons peut-être 1 ou 2 exemples d'individualisation de ce que vous avez pu faire. Donc, socle commun. Alors, le socle commun, déjà, on a optimisé un petit peu le process, on a essayé de le structurer. Donc, on a un dossier maintenant administratif, RH digitalisé qu'on envoie aux nouvel entrants en amont. On vient de bâtir un tout nouveau livret d'accueil, un peu plus moderne, accueillant, avec nos marques, avec toutes les informations utiles pour que développer dès le début ce sentiment d'appartenance à la lecture de ces quelques pages du livret d'accueil. Et ça, il a ça déjà avant son premier jour. Ouais, tout à fait. Voilà, ça lui donne des premières idées. Ensuite, on développe le socle commun, c'est de développer un parcours d'intégration.
Donc les premiers jours, ça va être effectivement l'accueil RH, l'accueil IT, l'accueil admin, tout ce qui est vraiment nécessaire pour que la personne elle se dise waouh, ça y est, j'arrive. RH m'explique comment ça fonctionne. J'ai du matériel pour fonctionner. Ah, ça, c'est ça. Enfin, ça peut paraître détail, mais oui, j'ai pas mon matériel quand j'arrive. Ah ouais, ok, très bien, super. C'est ça. Ah bon, sauf exception, parce qu'on a un problème, mais sinon. Sinon, il y a les commerciaux, ils ont leur voiture le premier jour, l'informatique pour tout le monde, le téléphone, etc. Et je pense que voilà, déjà ça montre que la personne, ça a été prévu, qu'elle était attendue et elle se sent accueillie. Donc ensuite, on déploie un peu le processus d'intégration qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, avec rencontre des acteurs clés. Il y a tout un tas on construit avec le manager pour chaque rôle, pour chaque personne qui rentre, un parcours. Des acteurs clés à rencontrer. On met en place des vies ma vie parfois pour essayer de mieux comprendre les différents acteurs avec qui la personne va travailler. C'est immersion. C'est immersion, voilà. Okay. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont mises en place en fonction du rôle, en fonction de la personne, en fonction de pas mal de choses. Mais c'est dans le temps, on fait pas ça en une semaine. Et on a mis également en place quelque chose qui nous sert beaucoup, nous RH, et qui est très important. On a mis en place une sorte de pré-rapport d'étonnement avant la fin de la période d'essai entre le RH et le nouvel entrant, entre le HRBP et le nouvel entrant, qui permet de prendre le pouls assez rapidement de comment va la personne, si elle se sent bien dans son job, si elle a les moyens de faire son job, si ça se passe bien avec son manager, avec son équipe, etc. C'est d'autant plus important pour des fonctions parfois les commerciaux, des fonctions nomades qui repartent tout seuls dans leur voiture après quelques jours au siège. Donc là, on essaye d'optimiser encore le process pour essayer de les accompagner encore mieux parce que voilà, des gens qui sont loin et seuls, c'est pas comme des fonctions qui sont au siège avec leur manager. Donc ce rapport d'étonnement, on en apprend beaucoup parce que ça nous permet de rectifier le tir si on voit qu'il y a quelque chose qui est pas complètement que la personne elle se sent pas complètement bien mais qu'elle ose pas le dire à son manager, etc. Et ça se fait c'est quoi le timing? Le timing, on le fait, on est après un mois et demi, en fonction des périodes d'essai, mais voilà, pour que la personne ait eu le temps de rentrer quand même, de comprendre un peu comment ça se passait, mais pour pouvoir agir à temps. Parce que souvent il y a des personnes qui, si ça se passe pas bien, elles peuvent elles aussi prendre la décision d'arrêter leur période d'essai en disant finalement je me suis trompée, etc. C'est-à-dire qu'il y a un support pour que la personne prépare cet entretien. Quand tu dis pré-rapport d'étonnement, ou alors c'est quelque chose de très ouvert. Alors c'est très ouvert. C'est une rencontre, on la prévient la personne et sa HRBP lui met un entretien et lui dit c'est toi qui me fais ton rapport d'étonnement, comment ça se passe, raconte-moi. Et c'est vraiment le rôle du ou de la HRBP de gérer cet entretien-là déconnecté d'un rapport managérial, quoi. Complètement. Okay. Et voilà. Et après, s'il y a des actions, des choses qui se passent mal avec le manager ou bien, d'ailleurs, on va dire les choses qui sont à améliorer, mais les choses qui vont bien aussi. Mais ça nous permet vraiment d'ajuster les choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui va dire je me sens un peu seul, je sais pas encore comment trop bien fonctionner chez le client, j'ai pas eu l'accompagnement nécessaire ou j'ai pas utilisé tel outil, mais finalement j'ose pas trop demander parce que je crois que je suis censée savoir l'utiliser. Ça permet de rectifier des petites choses comme ça. Ça, c'est un vrai sujet, je trouve, pendant la période d'intégration, la gêne, un peu le côté un outil qui soit technique, qui soit IT, etc. J'ai l'impression que je le maîtrise pas assez, j'ose pas trop en parler à mon N+1 ou à un collègue parce que je pense que je devrais être bien plus avancé sur le sujet. Et donc, ça veut dire que le rôle des ressources humaines là, c'est justement d'arriver à créer ce climat de confiance et dire OK, on y va, à livre ouvert, et la personne puisse s'exprimer en disant là-dessus complètement. J'ai un petit souci là. C'est exactement. Alors ce que je te disais dès le départ, c'est que déjà à la base, Campari France, c'est une société de gens bienveillants. Donc, il y a une vraie bienveillance incarnée. Donc, ça, on essaie de créer ce climat de confiance au départ, mais il peut arriver que, comme tu dis, pour une raison ou pour une autre, il y a un candidat qui va être plus timide, moins osé, qui aura des rapports moins proches avec son manager dès le départ, et effectivement, il y aura cette gêne, et la personne aura plus tendance à s'isoler, à pas demander. Donc voilà, on a créé cette interaction avec le HRBP. Je pense que on a eu pas mal de bons retours parce que ça nous a permis d'ajuster des choses et aussi des gens qui nous
Beaucoup qui nous ont dit, non, en fait, ça se passe super bien. Je suis content, on se sent accueilli, on se sent attendu, je suis accompagné, j'ai rencontré tout le monde, je sais déjà comment ça fonctionne, je suis ravie. Donc voilà, ça nous aide, aide beaucoup. Ouais, on est content. Alors on poursuit le fil là et on se dit ça y est, on n'est plus en période d'intégration, il devient collaborateur. Sur l'expérience collaborateur ou collaboratrice, qu'est-ce que vous avez revu, mis en place Sans avoir revu, on essaye de s'améliorer au quotidien. Forcément, le bien-être au travail, ça fait partie de tout ce qu'une DRH, une entreprise doit mettre en place aujourd'hui. On essaye effectivement de mettre en place des accords. Donc, on a eu un accord télétravail. Donc, ça n'existait pas au tout début chez Campari. Quand Campari France est né, il n'y avait pas de télétravail. Après, comme beaucoup d'entreprises, vous avez dû y aller à marche forcée, il y a été en avec 2020, le Covid, etc. Ouais. Mais même après, donc il a fallu quand même signer des accords. Donc on a passé à 2 jours. Enfin, pour les populations éligibles, donc ça satisfait quand même ça a répondu à pas mal d'attentes. Ça, c'était important. Et puis, améliorer l'expérience, effectivement, c'est créer du lien. Donc, parce qu'au-delà de ce télétravail, il y a une vraie force du collectif chez Campari. Et ce que je te dis, on se sent plus productif, collectivement. Et le retour au bureau, d'être tous ensemble, créer les conditions de pouvoir être ensemble, c'est important. Donc voilà, on a aussi refait tous nos bureaux. Ça, c'est vraiment, clairement, dans l'expérience collaborateur, d'avoir un environnement de travail. Ouais, alors pas tous nos bureaux complètement à chaque étage, mais on a refait tout un espace convivialité pour que les gens puissent déjeuner ensemble le midi, puissent échanger, parce qu'on est sur plusieurs étages. Dans une entreprise qui est sur plusieurs étages, il y a des jours où tu croises pas forcément les gens du 5e croisent pas les gens du 1er. Et là, le midi, tout le monde se retrouve autour d'une grande table conviviale pour prendre un café, pour déjeuner ensemble, etc. Donc voilà, il y a ces aspects de bien-être au travail, d'être ensemble. Voilà, on fait pas mal, on célèbre beaucoup. Toasting Life Together, c'est un des mottos de Campari Group. Donc, on essaye de célébrer les succès ou si on a un lancement de produit, de le faire ensemble. Si on a envie de parler des résultats, on se réunit en physique tous ensemble. C'est important, je trouve, ces moments de convivialité, de célébration, de partage tous ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on met pas mal en place. On a toujours continuer à faire des conventions. Quand on parle du projet Calco tout à l'heure, le point de démarrage peut-être plutôt de Calco, ça avait commencé avant, mais on a emmené l'entreprise à Milan. On a emmené nos collaborateurs à Milan pour 3 jours de convention et pour qu'ils puissent effectivement nous présenter le fruit de leur travail, leurs engagements. C'était eux les acteurs sur scène lors de la plénière, etc. On leur a fait visiter Milan. Milan, c'est le siège, c'est là où est Campari, donc le signal était fort aussi. Voilà, c'est toute l'expérience collaborateur, c'est cette expérience du collectif, du partage, du bien-être au travail qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure. J'aime bien le côté célébrer. Ça, c'est important, célébrer. C'est super important. Être ensemble, fêter les réussites, donc ça, c'est très important. Et j'avais une question qui m'est venue quand tu parlais de télétravail. Est-ce qu'à un moment donné, le fait de se dire, il faut qu'on repense un peu nos bureaux, c'est aussi parce que on a quand même des personnes qui aujourd'hui sont 2 jours par semaine, ne sont pas là. Et quand elles vont être là, il faut qu'elles aient ce moment ensemble, ou en tout cas cette opportunité d'être mieux ensemble. Ça a contribué à ça ? Ouais, ça a contribué à ça, et c'est pour ça que le chemin est pas fini, parce que alors on n'a pas des bureaux extensibles, donc et en plus on grossit, on continue à croître chez Campari. Comme je te disais, on a beaucoup grandi depuis 2020, donc on arrive un petit peu à comment on module un petit peu tout ça. Donc je sais qu'en 2024, on va continuer le chemin de cette expérience de bien-être au travail en essayant de moduler peut-être un peu les bureaux, d'en mettre certains en flex, d'autres, parce que avec le télétravail maintenant, plus tout le monde, il y a des gens qui viennent quand même. Parfois, on aime bien que l'équipe soit tous ensemble au bureau. Quand tout le monde est là, comment on fait pour s'organiser au mieux, que tout le monde soit bien installé, tout le monde puisse partager ensemble. Donc, c'est vraiment une réflexion d'envie que les gens soient bien au bureau, qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient envie de partager ensemble, qu'ils aient envie de réfléchir ensemble. Et là, ça marche très bien. Et allez, je raccroche le sujet qu'on a abordé juste avant sur l'onboarding, mais télétravail, onboarding, là aussi, il y a quand même un sujet
d'intégration. Je suis en télétravail, ça coupe quand même un peu la communication. Si je reprends le sujet de tiens, je maîtrise pas tout à fait un logiciel, est-ce que je vais faire un mail ou appeler, alors que quand je suis au bureau, je passe une tête pour dire à mon N+1 ou mon collègue, tu peux m'aider sur le truc? Il y a eu des choses là autour? Ouais, en fait, c'est un bon point. Et pour même raccrocher avec l'expérience candidat dont on parlait au tout début, pour moi, un des principaux défis aujourd'hui, c'est le télétravail, c'est l'attente des personnes sur le télétravail. Je te donne des exemples. Moi, j'ai eu des gens en entretien. La société leur plaisait super bien. Le poste que je leur proposais, c'était super content. Le package, tout super bien. Et quand ils me disent, vous avez combien de jours de télétravail? Je fais 2 jours. Non, moi, je préfère le job à côté parce qu'il est beaucoup moins intéressant, un peu moins bien payé, mais j'ai 3 jours de télétravail. Ça, c'est un premier défi. Ensuite, le télétravail pour nos nouveaux entrants, on leur propose pas d'en faire tout de suite. On demande aux nouveaux entrants de passer quelques semaines au siège, justement là, parce qu'on peut, pour sentir l'expérience collaborateur, les autres équipes, etc. C'est important d'y être tout le temps. Donc ils le font. Et finalement, comme nous on a 2 jours de télétravail, il y a toujours les équipes qui tournent, il y a toujours quelqu'un. Donc le collaborateur est toujours entouré et trouve toujours quelqu'un autour de lui, pour être accompagné dans son onboarding. Et ça fait partie intégrante de la réflexion et de l'onboarding des personnes. Il y a toujours quelqu'un. Il a toujours des rendez-vous les premières semaines. Il est accompagné et pas trop seul. Maître mot, c'est l'accompagnement. D'accord, donc télétravail après une certaine période, et ce qui se comprend tout à fait, vient vivre l'entreprise. Et puis, il y a le côté, ça rassure. Voilà, ça rassure. Je suis au bureau, j'ai mon environnement, je découvre les gens. Et encore une fois, l'exemple que je prenais, mais ça, je le maîtrise pas bien. C'est plus simple en passant une tête plutôt qu'en envoyant un mail ou en appelant et en se disant, oh là là, je vais faire la démarche de potentiellement déranger. Il y a plus de convivialité. Je reprends ce que tu disais sur ce candidat là qui dit non, moi je préfère être chez vous, mais 2 jours ça me suffit pas. Oui, à un moment donné, si le sujet c'est d'être le plus souvent éloigné de l'entreprise, y compris quand t'aimes pas tout à fait ton job, à un moment donné, je pense que l'engagement qu'il y a derrière, complètement, il va en pâtir et passe à autre chose. En tous les cas, vous êtes à 2 jours, toujours à 2 jours, parce que il y a quand même un petit retour en arrière qui est en train de se faire là. Complètement. 2 jours étant ce qui s'est pratiqué en général, 2 jours de télétravail, 3 jours de présentiel. C'est ça. Et les gens c'est jusqu'à 2 jours. Donc on a des gens qui prennent pas de télétravail, des gens qui prennent leurs 2 jours, des gens qui modulent. Il y a une semaine ils en prennent 1, une semaine 2. Puis on a laissé à discrétion du manager de dire si je fais une réunion d'équipe et que j'ai besoin de tout le monde, avec un petit peu de préavis quand même, la semaine d'avant, je demande à ce que tout le monde soit là. Et en fait, c'est super fluide. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a aidé les managers aussi à manager des populations en hybride et ça fonctionne de mieux en mieux. On a beaucoup travaillé avec l'IT aussi pour améliorer nos outils, mieux former les collaborateurs sur l'utilisation des outils, etc. Donc, en termes d'expérience collaborateur, effectivement, des gens qui savaient pas bien utiliser le Teams, qui avaient pas le matériel adéquat, etc. On a mis en place le fait qu'ils puissent avoir chez eux, on a tous les ordinateurs portables, mais un écran, un casque, savoir utiliser Teams, savoir utiliser Outlook comme il faut, ça a changé pas mal la donne, Et ce qui fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'individualisation, parce qu'à un moment donné, j'entends que vous avez l'intelligence de dire, voilà le cadre, c'est 2 jours de télétravail, mais après, chacun pioche, il y a à discrétion aussi du manager sur certaines choses. Complètement. Et on est de plus en plus là-dedans au niveau RH, c'est, un DRH, il gère une communauté de collaboratrices, collaborateurs, il y a des règles, il y a un cadre, mais à un moment donné dedans, il faut de plus en plus individualiser la prestation, le service, ce qu'on est en train de donner aux collaborateurs, parce que il y a pas les mêmes besoins partout. Et il fut un temps où le DRH était plutôt le gardien du temple pour tout le monde la même chose. Et je peux pas déroger. Et aujourd'hui, c'est non, attends. Ok, on s'adapte. Chacun n'a pas les mêmes besoins. Et c'est de plus en plus prégnant et c'est de mieux en mieux compris aussi au sein des entreprises. C'est de l'accompagnement au changement. Voilà, il y a des managers qui s'y mettent plus ou moins vite, mais maintenant je crois que ça commence vraiment à bien fonctionner. Et pour moi, c'est la clé du succès, c'est la clé du bien vivre ensemble et d'une expérience collaborateur réussie. Et c'est ce qui fait que le DRH, la DRH, vous êtes quand même des équilibristes.
C'est exactement Parce ça. qu'il faut jouer avec tout ça, et tu l'as dit tout à l'heure, équilibriste. Exactement. Eh ben, écoute, Stéphanie, on a bouclé la boucle, on est revenu au début. Comme quoi tout a un sens. Et évidemment, je ne terminerai pas cet épisode sans te poser les quelques questions que je pose toujours à mes invités. La première, c'est quel conseil tu donnerais à la jeune Stéphanie qui dirait allez, moi, ça y est, je commence ma carrière dans les RH. Toi, avec le recul que tu as, c'est quoi les conseils que tu lui donnes? J'en ai des conseils à lui donner à cette jeune Stéphanie qui a commencé un peu plus tard dans les RH, qui est tombée dedans comme une évidence, mais le premier conseil, c'est vraiment d'être authentique en toutes circonstances et de faire les choses, tout ce qu'elle fait, en respectant ses valeurs et en respectant ses propres valeurs, de pas faire des choses contre nature. C'est super important dans ce métier-là. Ensuite, je donnerais comme conseil de travailler 3 qualités qui sont pour moi essentielles, des qualités ou des apports. Mais la première, c'est d'avoir des convictions fortes et de les assumer. Okay. Je pense que quand on est RH, c'est important. On gère de l'humain. L'humain, c'est complexe. Donc, un humain est complexe et gérer de l'humain, c'est complexe. Donc, voilà. Et donc, faut avoir du courage aussi. Ça, c'est la deuxième qualité. Je pense qu'il faut avoir du courage. Comme on disait, on est au centre d'une organisation, des acteurs internes, externes, pas mal de choses. Donc, faut pas se démonter. Donc, ça se travaille aussi le courage et puis faut oser. Et la troisième qualité, donc, c'est la curiosité. Pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai appris mon métier sur le terrain. Je me suis formée et reformée aussi au fur et à mesure. Je pense il y a toujours à apprendre. Alors dans tous les métiers, mais alors en RH, je pense qu'on ne s'arrête jamais. Et il y a tellement de moyens d'apprendre aujourd'hui. Formation académique, mais on peut apprendre sur le terrain, on peut apprendre en lisant, on peut apprendre en lisant les réseaux sociaux, en se rendant à une conférence, etc. Donc je donnerais comme conseil d'aller voir dehors ce qui se fait, de développer son réseau, d'être curieux. C'est hyper important. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Je tiens à dire que ces conseils-là, ils restent pas lettres mortes. On est en train de créer un document, un petit leaflet, là, un lead magnet exactement, avec les 30 premiers conseils de mes 30 premiers invités. D'accord. Voilà, et qu'on va pouvoir envoyer à toutes celles et ceux qui ont envie d'avoir tout ça. Donc, il va y avoir un sacré conseil pour avoir écouté tous tes podcasts. À chaque fois, on prend un conseil, et c'est bien là l'intérêt, et à un moment donné que chacune et chacun puisse se dire, tiens, je vais regarder, ah oui, ça me fait penser à ci, à ça, etc. Donc, tu feras partie de la deuxième version des conseils, et pour moi, c'est très important de transmettre. Et c'est aussi la fonction RH, une fonction de transmission. Complètement. C'est bien pour ça que je pose ces questions-là. Un livre, tu pars sur une île déserte et tout, t'as un livre à prendre avec toi, tu prends quoi? Direct, Le Petit Prince. Le Petit Prince. Le Petit Prince. C'est un livre qui quitte jamais mon chevet. Je l'ai dans ma maison principale, j'ai dans ma maison secondaire. Je l'offre à beaucoup de gens. Parce que ce petit livre qui m'inspire beaucoup, sous ses airs de conte naïfs pour enfants, pour moi c'est une vraie bible des relations humaines et des valeurs. Il y a plein de situations dans ce livre qu'on peut transposer dans une vie perso ou dans la vie pro. La richesse intérieure et en même temps, c'est toutes les relations avec autrui qui sont décrites de manière absolument fabuleuse. Donc il y a plein de citations qui m'inspirent dans ce livre. Voilà. Donc il y en a une par exemple, c'est l'avenir, on ne peut pas le prévoir, mais il faut le permettre. Et voilà, je trouve ça assez joli. Voilà, je m'en suis servi pour mes vœux, mais permettons ensemble que les choses arrivent et voilà. C'est le genre de livre que tu lis, relis, en voyant des choses que tu n'avais pas vues la fois Exactement, d'avant, etc. Je lis des petits passages, je le lis pas forcément en entier, mais voilà, parfois il est sur ma table basse et je le prends et il m'inspire beaucoup. Merci pour cette citation inspirante en effet. Allez, dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander là pour un prochain épisode? Oui, alors j'ai une personne, peut-être un profil un peu différent des personnes que tu rencontres habituellement. Cette personne, elle s'appelle Juliette Sanicolo. J'ai eu la chance de la rencontrer quand elle était jeune RH chez Unilever, et moi aussi un peu plus jeune RH chez Unilever d'ailleurs. Et Juliette, elle est aujourd'hui responsable de la communauté des coachs de la société Chance. Okay. Alors la société Chance, si tu ne la connais pas, c'est une société qui permet à chacun à des particuliers, pas mal de monde, de mieux se connaître, de mieux se comprendre
et de bâtir un parcours professionnel qui fait du sens pour lui et qui soit réaliste. Okay. Et pour ça, Juliette, elle anime une communauté de coachs qui déploie, qui accompagne ces gens avec des méthodes que la société Chance développe elle-même. Et voilà, elle fait en sorte de former les coachs et de les accompagner pour qu'eux-mêmes accompagnent au mieux les personnes. Je pense qu'elle aurait plein de bons conseils à donner parce qu'elle a travaillé dans une équipe RH Unilever, qu'aujourd'hui elle anime ces communautés de coachs, qu'on parle de projets professionnels, de sens au travail, etc. Donc, Eh ben très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci Stéphanie pour cet épisode. Et merci puis, Flaubert. À très bientôt. Ah oui, à très bientôt. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.